nous avons entendu le peuple dire Akende en parlant de Joseph Kabila. C'est comme s'il reprenait le chant qu'il avait exécuté déjà en 2011, quand il avait accueilli le président de l'UDPS en disant « Zongise na Rwanda ». Comme en 2006 et en 2011, ils pourront passer par des processus frauduleux pour pouvoir conserver ce qu'ils appellent le pouvoir. Or, ils n'ont pas le pouvoir. Ils jouent simplement le rôle des marionnettes, comme cette histoire de Serge Kubla pourrait le révéler petit à petit ou d'un moment à l'autre. D'ailleurs, si nous avions une justice indépendante, au même moment qu'on mène les enquêtes ici, on devrait aussi les commencer au Congo. Mais compter sur Tshisekedi comme monument de la politique congolaise, comme il est encore là, vivant, parlant, je crois que son expérience peut inspirer. Mais nous ne devrions pas oublier que M. Tshisekedi est un être humain qui a fait son temps, qui continue à tenir tant bien que mal, mais il devrait, pour le moment, penser de plus en plus à susciter au sein de son parti les jeunes espoirs. J'ai déjà une fois posé cette question. La réponse était que c'est le congrès de l'UDPS qui va s'en charger. J'estime qu'il est temps que ce monsieur, ayant donné le meilleur de lui-même, comprenne que l'avenir de l'UDPS sera aussi dans le renouvellement du parti. Donc, souvent, nous confondons les individus et les systèmes au sein desquels ils ont opéré. Demain ou après-demain, M. Joseph Kabila peut passer. Mais est-ce que ça sera signe que son système est aussi passé? Moi, je ne crois pas. Alors, vous savez que la diaspora congolaise est accusée d'être devenue une diasporie. Il y a quand même un groupe des membres de la diaspora congolaise qui se retrouvent aujourd'hui dans ce que Laurent Désiré Kabila a appelé le conglomérat d'aventuriers et qui participent du pillage, de la prédation au pays. Allô, Pasteur Cool, j'écoute. Oui. Ah, tu me dis que si d'ici là tu ne trouves pas un mari, tu vas te suicider. Génial. Mais si je comprends bien, c'est toi qui autrefois m'avais dit que si tu ne trouvais pas un mari, même avec le diable tu allais te marier. Et aujourd'hui là, tu me dis que si tu ne trouves pas un mari, tu vas te suicider. Ok. Alors, donc, quand tu auras trouvé une date, tu m'informes. Comme ça, je vais annuler tous mes voyages pour bien préparer les funérailles. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Aujourd'hui, c'est vraiment spécial. Nous sommes en Belgique, nous sommes à Nivelles, nous sommes chez l'abbé Mbelou. L'abbé Mbelou, que vous connaissez, l'abbé Mbelou, que toute la diaspora ou tous les Congos suivent. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même? Je suis Mbelou.
Jean-Pierre Mbelou, analyste politique congolais, co-auteur de certains livres et de beaucoup d'articles. Présentement, nous sommes dans ma maison à Nivelles, où je suis curé de paroisse depuis 2004. Je suis prêtre de l'archidiocèse de Kananga. Voilà tout ce que je peux dire. Nous commençons directement par l'actualité du Congo. Le 19, le 20 et le 21 janvier 2015, les événements du Congo. Est-ce que la rue a été entendue, selon vous? Qu'est-ce qu'il y a eu le 19, le 20 et le 21 janvier? Il y a eu 2 ou 3 phénomènes que nous n'arrivons pas à analyser en profondeur. Il y a d'abord eu cet appel lancé que la rue s'en prenne au palais du peuple afin que les députés qui devaient se retrouver là-bas pour voter la loi électorale ne puissent pas le faire. La population a été dribblée par cette assemblée dite nationale parce qu'elle a voté cette loi scélérate la nuit du 17 janvier 2015. Et cette assemblée nationale a craché sur la mort de Patrice Emery Lumumba. Je vous rappelle que Emery Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961. Donc, cette Assemblée nationale trouvait normal que le jour de l'anniversaire de l'assassinat de notre héros national, elle puisse se réunir pour voter une loi scélérate. Et je vous rappelle, comme nous sommes en train d'échanger sur des questions d'actualité, qu'aujourd'hui, j'ai suivi le professeur Masombo sur la RTL, faisant allusion à la façon dont la corruption sévit au Congo. Le professeur Masombo a dit entre autres ceci: au Congo, même les lois s'achètent. Une loi peut être mauvaise, mais parce qu'on donne 5 000, 3 000, 10 000, voire même 30 000 dollars, on va la voter. Il y a une grave opposition, j'essaie de paraphraser ce qu'il a dit, entre les convictions et la cupidité. Donc, on a des députés cupides qui peuvent, au nom de leur cupidité, voter des mauvaises lois, des lois qui ne vont pas dans le sens de leur conviction. C'était une parenthèse que j'ouvrais pour vous dire que cette loi scélérate a été votée moyennant bien sûr des billets de banque. Alors, comme cette loi a suscité un débat sérieux au niveau du Sénat, j'ouvre encore une parenthèse, un Sénat qui était déjà hors mandat, le Sénat a eu peur que la rue qui grondait déjà ne puisse mettre le feu aux poudres. C'est ainsi qu'il a su se battre pour que l'alinéa de la loi qui faisait problème puisse être retiré. On y reviendra peut-être tout au long de l'échange, même là, l'essentiel n'est pas fait. Mais alors, c'est, entre autres, parce qu'il y a eu vote de cette loi scélérate, mais aussi parce qu'il y a eu d'autres appels qui ont été lancés au peuple. Le peuple qui en avait marre de connaître et de vivre dans une misère qui ne disait pas son nom. C'est ainsi que le vote de la loi a servi de prétexte au peuple qui est descendu dans la rue le 19, le 20 et le 21 janvier 2015. Alors,
Mais même quand le peuple a appris que l'alinéa de cette loi-là allait être retiré, le peuple a eu recours à d'autres revendications pour pouvoir justifier sa descente dans la rue. Nous avons eu la chance, par exemple, le 19 et le 20, de suivre à la minute ce qui s'est passé à Kinshasa. Nous avons entendu le peuple dire, aujourd'hui, nous vivons dans un pays où il y a des quartiers pour les nantis et des quartiers pour les pauvres. Le peuple a pu poser le problème de l'égalité de la dignité, de l'égalité des chances et de la disproportion qu'il y a entre les nouveaux prédateurs et la majorité silencieuse, la majorité du peuple qui est exploité. Nous avons entendu le peuple dire à Kende, en parlant de Joseph Kabila. C'est comme s'il reprenait le chant qu'il avait exécuté déjà en 2011, quand il avait accueilli le président de l'UDPS en disant « Zongise na Rwanda ». Donc, le peuple a fait d'une pierre plusieurs coups. Il y a eu le prétexte de la loi. Il a profité de la rue pour dire son ras-le-bol eu égard à la façon dont il est gouverné. Le peuple s'est servi du même prétexte pour rompre avec ceux qui le dirigent par défi. Non, ce sont tous ces signaux que le peuple a donnés qu'il faudrait interpréter. Alors, maintenant, est-ce que nous pouvons dire que le peuple a été entendu? Je suis hésitant. Est-ce que le peuple est allé jusqu'au bout de sa démarche? Je dirais non. Nous ne pouvons pas conclure que le fait que l'alinéa de la loi qui faisait problème ait été retiré, nous ne pouvons pas conclure que cela constitue la victoire du peuple. Pourquoi? Parce que, à mon humble avis, s'engager dans ce processus électoral, c'est s'engager dans un processus que le peuple ne maîtrise pas. Je vais, pour illustrer mon propos, vous montrer ce livre. Le livre est intitulé « Europe, crime et censure au Congo ». De Charles Onana. C'est un livre de Charles Onana, le document qui accuse. Europe, crime et censure au Congo. Ce livre traite de quelle question? Ce livre traite de l'organisation des élections en 2006 et en 2011. Avec des preuves à l'appui, Charles Onana essaie de montrer que ce soit en 2006 ou en 2011, il n'y a pas eu d'élection à proprement parler. Il n'y a pas eu d'élection, M. Labé. Oui. Est-ce qu'un nouveau Congo est-il possible? Parce que, vous entendez parler, c'est possible d'avoir un nouveau Congo? Un nouveau Congo est possible. Mais à quelques conditions. Un nouveau Congo va être possible demain si les populations, les masses populaires congolaises essayent de se recentrer sur les enjeux réels face auxquels le pays est confronté. Si les masses populaires congolaises essaient de travailler avec les dignes fils et les dignes filles du Congo pour refonder ce pays-là sur des bases éthiques, sur des bases saines. J'entends par base saine un effort pour la solidarité et la fraternité, refonder le Congo sur la coopération, refonder ce pays-là sur la solidarité. Essayer de trouver une matrice organisationnelle qui porte le Congo, une matrice organisationnelle qui soit différente
de celle qui porte ce pays-là aujourd'hui. Alors si les Congolais essaient de refonder leur pays sur ces valeurs-là et que le Congo devienne un État réellement souverain, un État national, un État social, nous pouvons avoir un nouveau Congo. Nous pouvons avoir un nouveau Congo demain. Quitte aux masses populaires, mais aussi aux leaders politiques et sociaux, de pouvoir travailler en synergie pour définir petit à petit le Congo qu'ils veulent pour demain. Mais j'ai essayé d'esquisser là certaines valeurs sur lesquelles ce Congo possible pour demain peut être refondé. On a vu, est-ce que le calendrier Malou est-il réaliste? Est-ce que c'est faisable? Non, l'allusion que je faisais au livre de Charles Onana voulait nous aider à comprendre que depuis la guerre de l'AFDEL, le Congo est engagé dans un faux processus politique. Voilà pourquoi nous disons que le salut du Congo viendra de sa sortie de ce faux processus politique. C'est sur ce faux processus politique qu'est fondé le processus électoral. On n'organise pas des élections dignes de ce nom dans un pays sous tutelle de l'ONU, dans un pays sous occupation des forces extérieures. Le comble chez nous, c'est que nous avons, que ce soit dans la majorité dite présidentielle ou dans l'opposition, les membres du statu quo. Donc, beaucoup plus de compatriotes et des compatriotes africains qui viennent des pays voisins veulent beaucoup plus travailler comme nègres de service des forces extérieures que comme patriotes congolais, africains, au service des masses populaires congolaises. Donc, ces forces du statu quo sont prises en otage par ce faux processus politique concocté de l'extérieur. Hein, c'est la raison pour laquelle j'ai renvoyé au livre de Charles Onana, Europe, crime et censure au Congo. Et avec les amis, on a écrit un livre qui est aussi très explicite sur ces mécanismes d'occupation. C'est la République démocratique du Congo face au complot de balkanisation et d'implosion. Donc, il faut d'abord maîtriser ces processus-là. Comment maîtriser le processus de balkanisation et d'implosion? Comment maîtriser le processus d'occupation et la mise sous tutelle du Congo depuis la guerre de l'AFDEL? Si ces processus-là ne sont pas maîtrisés, on a beau organiser des élections, ça sera des pièges à compte tout simplement, comme dirait Alain Badiou. Donc, on va déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, mais pour que Saint-Pierre ou Saint-Paul continue à servir comme nègre de service. Monsieur l'abbé, on le suit, mais maintenant que faire? Que faire? Vous réfutez catégoriquement les élections. Pour vous, ce n'est rien. Mais il faut quoi? Un instrument populaire ou bien dialoguer, comme propose Étienne Tshisekedi Lumumba? Dialoguer avec qui? Qu'est-ce que je propose? Ce que je propose, c'est d'abord que les Congolais et les Congolaises qui ont réussi à analyser en profondeur ce processus de la mise sous tutelle du pays et de l'occupation du pays, qu'ils cherchent à se mettre davantage ensemble pour créer ce que nous appelons avec les amis un mouvement pour un Congo solidaire.
jusque-là, j'ai l'impression que le Congo n'est pas encore pris dans un mouvement, dans un grand mouvement de solidarité pouvant l'aider à se tirer du bourbier où il est, mais un mouvement pour un Congo solidaire fondé sur les masses populaires. Quand vous essayez d'analyser en profondeur le fonctionnement de plusieurs partis politiques du statu quo aujourd'hui, et ils mettent entre parenthèses les masses populaires congolaises. Les paysans, les paysannes sont négligés par rapport aux Congolais qui se retrouvent dans nos bidonvilles et dans nos cités. Donc, une première proposition, c'est que les compatriotes se constituent en un grand mouvement pour un Congo solidaire. Une deuxième proposition, le souhait aurait été que le peuple qui s'est mis debout le 19, le 20 et le 21 janvier 2015 aille jusqu'au bout de son insurrection populaire. Mais malheureusement, avec beaucoup de subtilité, le mouvement a été récupéré par les forces extérieures. Essayez d'aller sur le net, vous verrez que le 27 janvier, on organisait déjà un débat sur les droits de l'homme et la gouvernance au Congo. Et c'était des agences de sédition extérieure qui ont organisé cette conférence-là pour récupérer le mouvement, mettre les agents du statu quo opérant dans les partis politiques congolais ensemble et dribbler le peuple. Vous voyez pourquoi je trouve que aller de l'avant avec le processus électoral corrompu ne va pas du tout recréer un autre Congo demain. Ce disant, je n'interdis pas aux compatriotes qui ont toujours cru qu'ils peuvent lutter de l'intérieur de s'engager dans le processus dit électoral, que personnellement je qualifie de piège à con. On ne peut pas, dans un pays sous occupation et sous tutelle, un pays infiltré massivement dans son armée, on ne peut pas organiser des élections qui fassent sortir ce pays-là du pétrin. Je n'y crois pas du tout. Bien que vous êtes contre les élections, quelles sont les chances que vous donnez à l'opposition du pays, à l'opposition de l'intérieur qui milite pour les élections? Quelles sont les chances qu'ils ont par rapport aux élections? Je vais peut-être vous surprendre. Je ne crois pas beaucoup dans les chances de cette opposition-là. D'abord parce que elle fait majoritairement partie des forces du statu quo. Et elle ne va rien apporter. Elle ne va rien apporter. Cela d'autant plus que jusqu'à ce jour, je ne la vois pas concentrée sur les enjeux réels. Quels sont les enjeux face auxquels le Congo est placé aujourd'hui? Au Congo, on parle beaucoup plus des droits de l'homme et non des droits du peuple à s'autodéterminer. C'est ainsi que vous avez vu certains de ses opposants en train de courir dans certains pays occidentaux comme si ils allaient demander le quitus à ces pays occidentaux pour qu'ils puissent aller diriger le Congo. Donc ce spectacle-là m'indigne. Je ne comprends pas comment des acteurs politiques qui ont vu que les masses populaires ont du pouvoir quand elles sont sorties dans la rue le 19, le 20 et le 21, puissent, au lieu d'aller vers ces masses populaires-là, pour les animer davantage, pour travailler davantage avec elles, afin de constituer un projet de société participative, ils se mettent à aller à l'extérieur. Pour moi, cela constitue un mauvais signe. C'est signe que du point de vue de l'imaginaire de ces acteurs politiques de l'opposition, on n'a pas encore réussi
à créer un imaginaire alternatif. Regardez, Mobutu a été fabriqué par l'extérieur. Mobutu est parti. Kabila Mouzé, fabriqué par l'extérieur. Il est parti. Joseph Kabila, fabriqué par l'extérieur. Il est en train de partir, mais ce n'est pas encore garanti. Pourquoi est-ce que les opposants auxquels vous faites allusion poursuivent sur la même lancée et n'arrivent pas à rompre avec cette façon extravertie de fonctionner? Donc, je ne donne pas beaucoup de chance à cette opposition. Pourquoi? Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, ce qui a été organisé en 2006 et en 2011 pourra être organisé en 2011. J'ai entendu M. Obey Minakou dire qu'ils vont conserver le pouvoir comme ils l'ont conservé en 2006 et en 2011. Or, avec tous ces éléments auxquels nous faisons allusion, nous nous rendons compte qu'en 2006 comme en 2011, ils sont passés par des procédures frauduleuses. Donc, quand il dit qu'ils vont faire la même chose comme en 2006 et en 2011, ils pourront passer par des processus frauduleuses pour pouvoir conserver ce qu'ils appellent le pouvoir. Or, ils n'ont pas le pouvoir. Ils jouent simplement le rôle des marionnettes, comme cette histoire de Serge Kubla pourrait le révéler petit à petit ou d'un moment à l'autre. D'ailleurs, si nous avions une justice indépendante, au même moment qu'on mène les enquêtes ici, on devrait aussi les commencer au Congo. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle presque pas. Donc, pour revenir à votre question, je ne donne pas beaucoup de chance à cette opposition si elle ne se convertit pas, c'est-à-dire si elle ne devient pas partenaire des masses populaires congolaises, si elle ne travaille pas de l'intérieur avec les masses congolaises sur le court, moyen et long terme, je ne lui donne pas beaucoup de chance. Elle va continuer à perpétuer le statu quo. Bon, elle aura des sous, de l'argent, des costumes, cravates, mais ça ne sera pas pour les masses populaires congolaises. La démission de l'envoyé spécial des États-Unis dans la région de Grand Lac était une épine de moins dans le puits de Kabila. Je ne sais pas pourquoi vous faites allusion à cette démission-là. Un sénateur américain qui démissionne, moi ça m'indiffère. Une épine. N'oublions pas que ce qui fonctionne, ce ne sont pas des individualités, ce sont des systèmes. Ce qui est mis en place au Congo est un système transnational de prédation qui fonctionne avec beaucoup de maillons de la chaîne. Il y a des acteurs apparents que nous voyons, mais il y a des acteurs majeurs qui souvent agissent dans l'ombre. Souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous focalisons sur les acteurs apparents et nous oublions que dans l'ombre, il y a des acteurs majeurs qui les poussent. Donc, ce monsieur qui a démissionné peut être un pion qui passe, on en mettra d'autres et la machine va continuer à tourner. N'oubliez pas qu'il y a tentative en Afrique aujourd'hui pour perpétuer ce qu'on a appelé les révolutions de couleur. Et, pour votre information, n'oubliez pas qu'au moment où nous parlons maintenant, Africom est en train de s'installer au Congo, c'est-à-dire le commandement américain qui s'occupe des intérêts miniers des États-Unis est en train de s'installer au Congo. Pour eux, pour ce commandement et ses commanditaires, que vous alliez aux élections ou pas, ce n'est pas leur problème.
Leur problème, c'est de contrôler les matières premières stratégiques. Quand vous revenez, par exemple, à ce livre de Pierre Péan, Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique, vous réalisez que le nerf de la guerre chez nous, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas les droits de l'homme. Le nerf de la guerre, c'est qui va prendre possession des matières premières stratégiques du Congo et les conserver sur le long terme. Je ne crois pas que Africom aille s'installer au Congo pour pouvoir permettre aux Congolais de jouir de la démocratie et voir leurs droits respectés. Je ne crois pas du tout. Parce que quand je passe en revue, c'est que le pays qui a Africom comme commandement africain est en train de faire à travers le monde, je ne vois nulle part où ce pays garantit les droits de l'homme et la démocratie et les libertés fondamentales. Comment interprétez-vous la dernière sortie de M. Étienne Tshisekedi Omulumba? Je n'ai pas bien suivi la dernière sortie de M. Étienne Tshisekedi Omulumba. À partir des petits commentaires que j'ai eus, il semble qu'il a retouché son parti en faisant des nominations et dernièrement, il s'est ressorti au milieu de sa famille politique après sa convalescence. C'est tout ce que je sais. Je ne sais pas grand-chose sur ce qu'il y a eu. Est-ce que le Congo peut compter sur Tshisekedi? Compter sur Tshisekedi comme monument de la politique congolaise, comme il est encore là, vivant, parlant, je crois que son expérience peut inspirer. Mais nous ne devrions pas oublier que M. Tshisekedi est un être humain qui a fait son temps, qui continue à tenir tant bien que mal, mais il devrait, pour le moment, penser de plus en plus à susciter au sein de son parti les jeunes espoirs. J'ai déjà une fois posé cette question. La réponse était que c'est le congrès de l'UDPS qui va s'en charger. J'estime qu'il est temps que ce monsieur, ayant donné le meilleur de lui-même, comprenne que l'avenir de l'UDPS sera aussi dans le renouvellement du parti. Donc, il doit prendre sa retraite. Ah, je ne lui demande pas de prendre sa retraite tant qu'il se sent encore capable de pouvoir prester politiquement. Mais la meilleure façon de se préparer à sa retraite, c'est de préparer la relève. Que cache l'affaire Koubla, Serge Koubla? L'affaire Serge Koubla nous demande d'abord de respecter sa présomption d'innocence. Mais je ne sais pas si vous avez suivi les informations ce soir. J'ai suivi la RTL et j'ai suivi la RTBF. J'ai vu que les juges ou les avocats qui sont intervenus sur la RTBF replacent la question dans un contexte beaucoup plus général. Pour eux, on ne doit pas se limiter à un individu. Il y a un système qui fait que certains individus se retrouvent dans le cas comme celui de Serge Koubla. Ça, c'est une première observation. Une deuxième observation, elle est mienne. Le système capitaliste, le système néolibéral, fonctionne sur fond de corruption. On ne doit pas se voiler la face. D'abord, la corruption sur laquelle le système néolibéral est fondé est d'abord une aliénation, c'est-à-dire c'est un système qui accorde beaucoup plus d'importance aux biens qu'aux humains. Cette aliénation-là
j'emprunte l'expression à Marx, c'est cette aliénation-là qui corrompt tout dans le fonctionnement du système néolibéral. Alors, ce que nous voyons, c'est la face visible de l'iceberg. Quand vous prenez... J'ai un livre dans ma maison ici, les confessions d'un assassin financier. Quand vous lisez ce livre-là, vous tremblez. Parce que vous vous rendez compte que John Perkins, quand il fait sa confession, il montre noir sur blanc, avec des preuves à l'appui, que le système capitaliste est fondé sur le sang, sur le mensonge, sur la corruption, sur le mensonge. Donc, c'est sa matrice organisationnelle qui est mise en cause. Donc, on ne peut pas ne pas le voir fonctionner de cette manière-là. Il y a un petit livre d'Alain Badiou intitulé Le réveil de l'histoire. Alain Badiou qualifie tous ces messieurs qui font partie du 1% défendés du pouvoir du capital. Pour lui, ce sont des bandits. Donc, c'est un système corrompu de l'intérieur. Donc, Serge, c'est un cas seulement qui montre jusqu'où ce système est corrompu. Ça, c'était la deuxième observation. Une troisième et dernière observation. Quand vous relisez notre histoire avec la Belgique, vous pouvez vous rendre compte qu'on n'en est pas au premier cas. Je fais encore une petite référence à un livre, le procès intenté contre M. De Groot, qui a travaillé pendant très longtemps comme président de la Banque mondiale et du Fonds international, mais qui a aussi travaillé avec M. Mobutu. Quand vous lisez ce petit livre-là, vous vous rendez compte que ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà passé de la pire manière dans notre histoire. Il y a un autre livre, Secret d'État, les Belges zaïréanisés. Quand vous lisez ce livre-là, vous vous rendez compte que ce qui s'est passé maintenant, c'est déjà aussi passé dans notre histoire. Non, notre problème souvent, c'est que nous n'étudions pas en profondeur l'histoire de nos relations, des relations du Congo avec la Belgique. J'ai fait allusion à M. De Groot ou à M. Le Burton dont il est question dans Secret d'État, mais il y a le contentieux belgo-congolais. Tout ça sont des problèmes que nous devrions maîtriser pour ne pas être scandalisés devant une somme dérisoire comme 20 000 euros, même si nous attendons voir ce que le procès va révéler. Mais ce qui est révélé aujourd'hui, petitement en Belgique, avait déjà été révélé au Congo par Gekoko Mulumba. Mulumba Gekoko, qui est député national, non, député de Kinshasa, avait parlé des détournements de Muzito. Il a dû quitter le pays, il est devenu invisible, parce qu'au moment où il parlait, il a été menacé. Je me souviens même qu'un jour, les Koulouna ont dû envahir l'Assemblée nationale parce qu'il ne voulait pas, celui qui était cité dans l'affaire ne voulait pas que Gekoko puisse en parler dans les détails. Mais on sait aller aujourd'hui sur le net et avoir les propos de Gekoko avec les différents immeubles achetés par M. Muzito au moment où il était aux affaires. Bon, il est encore aux affaires. Je suis sûr que comme ça existe sur les réseaux sociaux, un jour cette histoire-là sera connue des dirigeants congolais. Ils pourront poursuivre ce monsieur-là en justice. Vous touchez un point très important, le contentieux belgo-congolais.
est-ce que la nouvelle génération doit prendre le courage de rouvrir ce dossier? La nouvelle génération doit d'abord étudier. J'utilise souvent une petite phrase de Simon Bolivar qui dit « Il nous domine plus par l'ignorance que par la force ». Quand on voit souvent comment les acteurs politiques congolais se comportent, on dirait que plusieurs d'entre eux n'ont aucune référence aux livres d'histoire et aux archives. Donc, si demain ce dossier rebondissait, il faudrait d'abord en avoir la maîtrise. D'où il faut étudier. Il faut étudier en profondeur le dossier pour voir comment, avec les dirigeants, les gouvernants belges de demain après-demain, comment régler ce contentieux-là qui n'a jamais été réglé comme il se doit. Et si on vous demandait de parler du dossier pendant 2-3 minutes, c'est quoi le contentieux belgo-congolais? Mais il y a un problème fondamental de transfert des charges et d'argent entre notre pays et la Belgique, entre le Congo et la Belgique. Quand eux partent du Congo et reviennent ici vers les années 60, qu'est-ce qu'ils laissent sur place? Qu'est-ce qu'ils ont emporté? Comment les transactions ont-ils pu se faire? J'ai fait allusion au petit livre d'Éric Toussaint, le procès d'un homme exemplaire, le procès de M. de Groot. On se rend compte en lisant ce petit livre-là, par exemple, qu'il y avait une grosse dette contractée par la Belgique à la Banque mondiale et qui a dû être mise sur le dos de l'État congolais après les indépendances, alors que ces sous-là n'ont pas pu être utilisés par l'État congolais. Hein, c'est toutes ces questions liées au transfert des charges entre le Congo et son ex-colonie et qui rentrent dans le contentieux belgo-congolais. L'ère Kabila était fluide. On voit beaucoup d'agitation dans les milieux politiques. C'est une question complexe. N'oublions pas que la Kabylie, telle que nous en parlons, est un système. Et le professeur Massombo, auquel j'ai fait allusion au cours de notre échange, en a parlé ce soir, et nous cessons d'en parler à travers nos articles. C'est tout un système, c'est toute une mentalité, c'est tout un imaginaire. Pour dire que cette ère est passée, il faudrait procéder par un changement de paradigme, créer ce que nous appelons un imaginaire alternatif. Regardez par exemple, Mobutu est parti depuis plus de 20 ans, mais la mentalité mobutiste n'a pas été éradiquée. Donc, souvent, nous confondons les individus et les systèmes au sein desquels ils ont opéré. Demain ou après-demain, M. Joseph Kabila peut passer. Mais est-ce que ça sera signe que son système est aussi passé? Moi, je ne crois pas. Il faut travailler au changement de paradigme, mais aussi demander à ceux qui auront géré les affaires pendant ce temps de pouvoir rendre compte aux besoins, leur demander de rendre compte, de faire leur reddition des comptes en justice pour que ce qu'ils ont commis comme forfait ne puissent pas être perpétués par ceux qui viendront après. J'ai toujours eu l'impression, elle peut être discutée, que nous passons d'un système à un autre ou d'un groupe de gouvernants à d'autres sans qu'il y ait des redditions de comptes du point de vue de la justice. Bon, supposons qu'on dise par exemple, on passe par la commission justice, vérité, réconciliation,
les choses peuvent être réglées. Mais tant qu'il n'y aura pas eu de justice transitionnelle, il nous sera très très difficile de dire que nous sommes passés d'un système à un autre. Le Congo de demain, quel rôle pourra jouer la diaspora congolaise? Oh, la diaspora congolaise a un rôle important à jouer. D'abord, du point de vue des archives. C'est mon dada. Je trouve qu'il sera difficile de pouvoir bâtir le Congo de demain sans qu'il y ait un recours permanent aux archives. La diaspora, qui est à l'extérieur du pays, doit pouvoir se préparer à archiver tout ce qui s'est passé depuis nos indépendances jusqu'à ce jour. Cela d'autant plus que c'est à l'extérieur qu'on trouve beaucoup de documents. On trouve beaucoup de documents, par exemple, aux États-Unis. On trouve beaucoup de documents au musée de Tervuren. Nous avons la chance d'avoir le professeur Omasombo là-bas. On trouve beaucoup de documents dans les bibliothèques et dans les librairies. Donc, archiver pour lutter contre l'ignorance. Ça, c'est d'un de deux. Du point de vue technologique et technique, nous avons beaucoup de compétences à l'extérieur. Je sais par exemple qu'il y a une fille congolaise qui a fabriqué un moteur à eau aux États-Unis, et un moteur qui sait faire, qu'on peut mettre sur des voitures. Je sais qu'il y a un compatriote qui a mis sur pied un système d'électrification. Donc, toutes ces compétences techniques et technologiques, beaucoup de ces compétences sont à l'extérieur. Il faudra que demain, ces compétences retournent au pays. Mais là aussi, il nous faudra beaucoup de discernement. Alors, vous savez que la diaspora congolaise est accusée d'être devenue une diasporie. Il y a quand même un groupe des membres de la diaspora congolaise qui se retrouvent aujourd'hui dans ce que Laurent Désiré Kabila a appelé le conglomérat d'aventuriers, et qui participent du pillage, de la prédation au pays. Donc là, la diaspora congolaise est interpellée, est invitée, je vais peut-être utiliser un mot au relent religieux, la diaspora congolaise doit pouvoir se questionner pour s'engager dans un processus de conversion ou de reconversion. J'entends par conversion un retour sur soi qui permette aux Congolais et aux Congolaises de l'extérieur de pouvoir s'engager sur une voie qui soit qui aide le Congo à s'émanciper politiquement de toutes les forces de la mort. Et dernier élément que je voudrais ajouter, la diaspora congolaise doit s'habituer davantage à travailler en synergie avec les forces du changement qui sont au pays, pour qu'il n'y ait pas de complexe de ceux qui viendraient de l'extérieur et qui diraient à ceux qui sont au pays, vous ne savez rien, nous savons tout, c'est nous qui avons à vous apprendre à faire x, y choses. Non, non. Il est préférable qu'il y ait un travail qui se fasse en synergie entre la diaspora congolaise et les masses populaires congolaises au pays. Quelle perspective d'exploitation minière après Kabila? Vers quelle perspective? Vers quelle perspective? Là, quand on parle de l'exploitation minière, j'ai fait référence aux expériences qui me semblent réussies. C'est l'expérience bolivienne. Evo Morales, quand il a pris le pouvoir, a nationalisé les richesses minières boliviennes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de l'exploitation des richesses minières boliviennes, l'État prend 80% de la production et les multinationales gardent les 20%.
Donc le gros de l'exploitation va à l'État. C'est à peu près la même chose que ce que Omar al-Bashir fait au Soudan. Il prend lui aussi 80% et laisse aux multinationales 20%. Est-ce que nous aurons des gouvernants à même de pouvoir orienter les choses dans cette direction-là? C'est là l'équation qui est difficile à résoudre. D'où, encore une fois, nous avons besoin des compatriotes dont l'intelligence, dont la conscience, dont la combinaison de la conscience et de la connaissance peut aider à s'inspirer de ces expériences réussies. Hein? Evo Morales a dû se faire aider, par exemple, par les Nigériens et les Norvégiens, entre autres. Pourquoi est-ce qu'on ne se laisserait pas aider par ceux qui ont déjà une expérience en cette matière-là, de façon que la nationalisation de nos richesses puisse réussir? Là, n'oubliez pas qu'il y a eu une tentative de nationalisation qui a échoué. C'était avec M. Mobutu en 1973, ce qu'on a appelé en ce moment-là la zaïrianisation. Mais la zaïrianisation n'avait pas touché aux véritables entreprises du pays. Ça avait touché les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, si nous voulons procéder à une véritable nationalisation, il nous faudra de l'expertise et faire ce qui aide la Bolivie à aller de l'avant aujourd'hui. Monsieur, vous prenez 20% et vous laissez au pays 80%. Même si on pourrait déjà commencer par 60-40 pour que le pays producteur puisse être dans ses droits. Mais là, nous avons aussi un problème. Il ne faudrait pas que demain, toute la richesse du Congo puisse être liée à l'exploitation des matières premières. Non. L'expérience de la Russie maintenant avec le pétrole, vous voyez, les prix ont chuté, la Russie a des difficultés, comme le Venezuela a des difficultés, parce que quand vous n'êtes lié qu'à une seule matière première et que les prix chutent, vous risquez d'en payer le prix. Donc nous devrions, comme le Congo est un pays agricole, j'estime que nous devrions beaucoup plus orienter nos efforts vers la production agricole. Et là, nous devons faire attention parce que nos terres sont en train d'être vendues et même nos forêts. Donc, il y a urgence que nous puissions lutter contre cette prédation qui vend les terres et qui conduit à la vente des terres et des forêts congolaises. L'Afrique doit être quittée, la CPI comme le préconise Robert Mugabe. Voilà, j'ai un livre ici qui m'incite à dire que je demanderai à l'Afrique de pouvoir quitter la CPI parce que les guerres faites en Afrique sont aussi les guerres de la politique et de la justice internationale, comme Florence Hartmann l'a très bien prouvé dans ce livre. L'Afrique doit pouvoir créer une cour pénale africaine et sortir de la Cour pénale internationale. Il y a un livre que je n'ai pas ici, il est dans mes rayons là-bas, c'est le livre de Charles Onana sur al-Bashir. Vers la fin de ce livre, Charles Onana parle de ceux qui financent la Cour pénale internationale. Et vous vous rendez compte qu'un monsieur comme Soros, par exemple, finance la Cour pénale internationale. Il y a des liens incestueux entre certains hommes d'affaires du monde avec cette Cour pénale internationale. Et puis, depuis que cette cour a été ouverte jusqu'à ce jour, on se rend compte qu'il n'y a que les Africains qui comparaissent. Or, quand on étudie, par exemple, en profondeur, la guerre telle qu'elle a été faite au Congo-Kinshasa, on se rend compte que les commanditaires ne sont pas des Africains.
Pourquoi est-ce que les commanditaires de cette guerre n'ont jamais été inquiétés par la justice? Vous voyez? Donc, il est bon que l'Afrique crée elle-même sa cour pénale et juge ses affaires en Afrique au lieu d'être aliéné avec, à partir de cette cour pénale dite internationale, qui n'est internationale que de nom. Pourquoi? Parce que toutes les guerres qui se font sont aussi les guerres de la politique et de la justice internationale. Donc, êtes-vous d'accord avec M. Honoré Mwanda, qui dit dans son livre que l'Occident se cache derrière le Rwanda et l'Ouganda pour piller le Congo? Mais pourquoi est-ce que vous réduisez ça à M. Honoré Mwanda? Tous ces livres que j'ai ici, regardez. Carnage, ce n'est pas M. Honoré Mwanda. Les guerres d'Afrique, ce n'est pas M. Honoré Mwanda. Noir Canada, ce n'est pas M. Honoré Mwanda. C'est vrai que M. Honoré Mwanda est parmi les premiers à avoir analysé cette guerre en disant que c'était des crimes organisés. Mais quand vous prenez Noir Canada, c'est à peu près le titre. Hein? Pillage, corruption et criminalité en Afrique. Vous prenez le livre de Pierre Péan, c'est Carnage, des guerres secrètes de puissance en Afrique. Il y a plusieurs livres qui montrent que ce qui s'est passé en Ouganda, au Rwanda et au Congo, ce sont des crimes organisés. Alors, mais le dernier film, le documentaire de la BBC, Rwanda's Untold Story, l'histoire du Rwanda telle qu'elle n'a jamais été contée, a fini par dire c'est que tous ces messieurs et toutes ces dames que nous citons disent depuis des vingtaines d'années. Les journalistes impliqués dans ce film-là ont dit ceci. La guerre contre l'Ouganda et le Rwanda avait comme objectif majeur le Congo. Donc, l'Ouganda et le Rwanda ont servi de tremplin. Et il y a même un avocat américain, canadien, pardon, Christopher Black, qui a aussi écrit un texte sur les commanditaires de cette guerre-là et la criminalisation de la justice au tribunal pénal international pour le Rwanda. Et dans son texte, il prélève un extrait d'une lettre de Paul Kagame adressée à Yoweri Museveni. Et dans cette lettre, Paul Kagame disait ceci: l'objectif final de la guerre, c'est le Congo. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? Les anglo-saxons ont organisé leur guerre pour faire main basse sur les richesses du sol et du sous-sol congolais. Vous comprenez qu'ils puissent maintenant installer Africom au Congo, parce que c'est le commandement militaire pour pouvoir contrôler les richesses des pays que les anglo-saxons veulent occuper. Après Kabila, c'est l'Africom. Mais l'Africom est déjà là. Ce n'est pas après Kabila. Donc Africom est en train de s'installer. Africom a travaillé à Kisangani, même si il a sa base à Stuttgart, mais c'est le commandement américain pour l'Afrique, créé, je crois, si je ne m'abuse pas, en 2007 ou en 2008, en ayant comme objectif contrôler ce qu'ils appellent les intérêts américains, c'est-à-dire les matières premières stratégiques des pays qu'ils ont en vue, pour que ces matières premières-là ne puissent pas passer à leurs concurrents. C'est là que je pourrais encore revenir à la question des élections. Quand les acteurs politiques congolais sont en train de crier, de dire, voilà, maintenant on va avoir un calendrier global, ils ne touchent pas aux enjeux réels. Les enjeux réels, qu'est-ce qu'ils vont faire d'Africom demain? Parce qu'Africom est en train de s'installer. Ils vont
en promenade aux États-Unis, mais ils ne posent pas le problème d'Africom. Ils vont aller poser le problème de Kabila, comme si les Américains ne savaient pas que ce qui se passe au Congo-Kinshasa. Ces jeux-là, hein, on fait le jeu d'autruche. On est en train de se cacher la tête dans le sable, et en oubliant que Kabila, c'est un nègre de service. Donc, on va faire... on s'aligne devant les maîtres pour qu'on devienne à son tour nègre de service. Voilà, c'est là que je me dis, avec cette classe politique, il n'y aura pas d'alternative politique. Il peut y avoir alternance, c'est-à-dire changement des nègres de service par d'autres. Mais pas d'alternance politique allant dans le sens d'avoir un Congo souverain. Non. Pour conclure, est-ce qu'on pourrait dire que la balkanisation est loin de nous? Pas du tout, pas du tout. La subdivision du Congo en 26 provinces participe du processus de balkanisation du Congo. Voilà pourquoi je recommanderais aux plus jeunes que nous, et à ceux de notre âge ou aux plus âgés qui voudraient travailler pour l'avenir de ce pays-là, de créer des lieux de la pensée. Nous devons pouvoir travailler pour conjoindre conscience et connaissance. Vous voyez, j'ai essayé d'évoquer certains livres qu'on sait encore trouver sur le marché. Le petit livre ici d'Éric Toussaint, Procès d'un homme exemplaire, ou celui de Vincent Delannoy et Olivier Willock, le livre des Belges zaïranésés, Secret d'État, mais qu'on n'oublie pas surtout les œuvres de France Fanon qui peuvent constituer pour les jeunes générations une référence sûre. Dieu merci, aujourd'hui nous avons des jeunes Congolais qui essaient de faire un travail sérieux. Nous avons aussi des adultes qui font un travail sérieux. Je connais les amis de Congo Plan qui sont en train de se structurer et d'abattre un travail sérieux pour le pays. La rue à Kinshasa a effectué un pas important. C'est un premier pas à ne pas négliger. Il est difficile de pouvoir vaincre un peuple debout. Donc, ce premier pas effectué le 19, le 20 et le 21 a permis à nos populations de rompre avec la peur. Ça c'est un pas important. Hein? Les grandes rivières commencent par les petites sources. Hein? Ce pas important ne doit pas être oublié. Le 19, le 20 et le 21 à Kinshasa, les populations congolaises ont prouvé qu'elles pouvaient faire face aux escadrons de la mort main nue et les vaincre. Si les réseaux sociaux n'avaient pas été coupés, si les Congolais avaient réussi à échanger, à communiquer à travers le pays, peut-être qu'ils seraient partis jusqu'au bout. Il est difficile de pouvoir vaincre un peuple debout. Un peuple debout, c'est mieux qu'une bombe atomique. Et surtout un peuple décidé, un peuple qui n'a plus rien à perdre. Un peuple qui commence à vous dire, il y en a marre. Trop, c'est trop. Si je reste à la maison, je meurs. Si je vais dans la rue, je vais mourir. Je préfère prendre le risque d'aller dans la rue et peut-être d'arracher ma liberté et peut-être de bousculer un processus égalitaire que de rester les bras croisés à la maison. Le peuple qui a compris cela ne peut jamais être vaincu. La diaspora congolaise fait un travail remarquable. Elle est engagée sur plusieurs niveaux pour pouvoir donner un coup de main sérieux
au pays. Le travail de think tank auquel je fais allusion maintenant se fait sérieusement dans la diaspora congolaise. Je vois par exemple comment certains amis comme les Thio Moufonkol se battent au quotidien pour pouvoir transmettre aux jeunes le goût de la lutte et de l'espérance et du courage. Hein, j'ai fait allusion aux amis de Congo Plan. Donc, ce travail que la diaspora congolaise est en train d'abattre est à féliciter. Et elle doit conjuguer davantage ses efforts pour que le droit du peuple congolais à s'autodéterminer aboutisse à quelque chose de concret. Et là, nous avons besoin de toutes les énergies, et de l'extérieur et de l'intérieur. Mais surtout, des masses populaires congolaises, des masses paysannes qui sont liées à leurs terres, ces terres qui sont en train d'être vendues, qui sont liées à leurs forêts, à leurs rivières, ces forêts qui sont en train d'être vendues, et les rivières qui risquent d'être vendues demain parce que le Congo fera face à un problème sérieux d'envie lié aux eaux dont il dispose. Parlons économie. Le Premier ministre Matata Ponyo annonce une croissance de 10,4%. Mais au niveau de la population ne voit rien, bien que le Congo est aussi classé vraiment avant-dernière au niveau de l'indice humain. Nous devons pouvoir faire très attention quand nous abordons ces questions-là. C'est vrai que je ne suis pas expert en économie, mais mes petites lectures m'informent que la référence à ce qu'on appelle croissance aujourd'hui est une référence néolibérale. C'est une référence qui ne voit que pour le Congo, c'est que le Congo produit comme matière première exportée. Alors, quand on parle d'une croissance de 10, je ne sais combien, on ne voit pas de retombée de cette croissance-là au niveau de la population. Ça, c'est d'un. De deux, ces populations sont exploitées dans les mines qui sont exportées, et sur ces mines-là, le pays ne gagne pas grand-chose en termes de valeur ajoutée. Ah, ce sont les matières premières brutes qui sont exportées. De trois, de plus en plus, on a des pays qui évaluent autrement leur économie. Je prends l'exemple d'un petit royaume de Bhoutan. Dans ce petit royaume-là, on n'évalue pas l'économie en termes de croissance. On évalue l'économie en termes du bonheur brut partagé. Bonheur B, brut B, partagé. BBP. Donc, il y a des pays qui ont compris qu'ils peuvent avoir d'autres références pour pouvoir évaluer leur économie en fonction du bien-être des populations, mais aussi en fonction du bonheur que ces populations permettent de pouvoir arriver à partager. Il y a de plus en plus de références qui nous permettent de comprendre que la référence à la macroéconomie cache mal l'inféodation des économies du monde au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Or, quand on essaye d'évaluer le travail abattu par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale à travers plusieurs pays, on se réalise qu'ils ont mis ces pays-là en moule. Le Fonds monétaire international a colonisé économiquement le Congo depuis les années 80. Et ce petit livre auquel j'ai fait allusion, le livre d'Éric Toussaint, Le procès des noms exemplaires,
montre comment le Fonds monétaire international a ruiné le Congo. Ce qui est un peu révoltant, c'est de se rendre compte que ce sont des institutions financières internationales qui ont ruiné le Congo, qui ont imposé les mesures d'ajustement, les programmes d'ajustement structurel au Congo, sous Kengo par exemple. Ce sont ces institutions financières internationales dont les gouvernants congolais vantent les mérites. Et ils se réfèrent aux indices que ces institutions financières internationales dictent. Il y a des pays qui ont rompu tout simplement avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Vous prenez un pays comme l'Équateur, plus de références au Fonds monétaire international. Le président Raphaël Correa disait, si vous voyez les gens du Fonds monétaire international venir chez vous pour se promener, pour le tourisme, oui. Mais s'ils vous disent qu'ils viennent vous donner des conseils économiques, vous leur dites, monsieur, vous pouvez partir. L'Équateur, le Venezuela, la Bolivie n'ont plus de références au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Donc, économiquement, le Congo est envahi par les tueurs à gages économiques. C'est ainsi qu'il faut les nommer. Si vous lisez le livre auquel j'ai fait allusion là, le livre de John Perkins, Confession d'un assassin politique. Pour eux, pour lui, et pour ceux qui ont travaillé avec lui comme assassin économique, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont des tueurs à gages économiques. Comment peut-on se référer aux tueurs à gages économiques pour vanter ce qu'on a comme croissance au Congo? Alors vous comprenez pourquoi, dans un contexte où l'on ne parle que de la croissance, on ne permet pas aux peuples qui ne bénéficient pas de cette croissance, on ne permet pas aux populations qui ne bénéficient pas de cette croissance de pouvoir s'exprimer. Leurs droits économiques, sociaux et politiques ne sont pas reconnus. D'où le fait que la croissance reconnue par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international marche de pair avec le mensonge, la corruption, les massacres, le sang. Le sang. Et Malcolm X l'avait déjà souligné vers les années 30. Il disait que le capitalisme fonctionne avec le sang. Donc, croissance avec le sang de nos populations. Quand Didier Reynders déclare qu'il est satisfait pour vous, c'est de l'hypocrisie. Attention, nos critères d'appréciation diffèrent. Et puis, vous savez, de plus en plus, moi je ne vois pas pourquoi, quand nous devons traiter des questions de notre pays, nous devons prendre en compte ce que les observateurs extérieurs disent. Peut-être sous forme de critique, on peut écouter. Nous avons de la famille, nous avons des amis qui vivent sur place dans ce pays-là. Nous avons même des amis parmi ces politiciens-là qui nous disent « Non, ici ça ne va pas ». Donc ce n'est pas parce qu'on a passé 2 jours au Congo qu'on connaît mieux le Congo que ceux qui vivent là-bas. Il y a un discours diplomatique qui peut habiller les mots de façon qu'on ne puisse pas fâcher les partenaires. N'oubliez pas que avec le ministère des Affaires étrangères belge, le Congo a toute une histoire. Vous avez, ce n'est pas pour rien que Mende, en s'en prenant à Alexander de Croo, a cité Karel de Gucht. Il disait, nous pensions en avoir fini avec Karel de Gucht. Voilà qu'un autre se pointe à l'horizon. Donc, vous voyez, j'estime que là, M. Reynders a joué à l'équilibrisme pour ne pas fâcher ses partenaires, les partenaires congolais, et ne nous voilons pas la face. La Belgique a encore beaucoup d'intérêt au Congo et n'a pas besoin et pas du tout de perdre le Congo comme partenaire. Donc, que ce soit ceux qui sont aux affaires aujourd'hui ou ceux qui y seront demain, les Belges estiment que c'est bon, une certaine frange des Belges estime que c'est bon de garder des relations convenables, respectueuses des autres,
Voilà. Merci beaucoup, monsieur Mbelou. Ça a été, monsieur l'abbé, c'était un plaisir pour nous d'être reçus par vous. Merci. Merci bien, pasteur Bobo. C'est un plaisir partagé.